Ce mois d'août a commencé d'une manière un peu particulière pour moi cette année. J'ai choisi de porter mes yeux vers le ciel étoilé et les chaudes nuits de l'été, en cherchant l'inspiration et en m'inspirant des astres millénaires, témoins silencieux ou presque des airs de notre histoire. J'étais l'observatrice silencieuse de cette alchimie qui fait le temps des hommes. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi à travers un voyage filé d'or et de soie, envoûté par les noces chimiques du Splendor Solis et d'un conte venu tout droit de mon enfance. Mais avant cela, j'ai besoin d'un petit peu de préparation. Après tout, si je dois vous filmer la réalisation de cette broderie, il faut bien que vous puissiez la voir correctement. J'ai donc installé tout mon matériel et oui, je brode debout. Je n'ai pas le choix. Mon métier à broder n'est pas adapté pour broder assise. Enfin si, techniquement sur le canapé, le seul problème c'est que ce n'est pas du tout pratique. Encore moins lorsque l'on brode du fil d'or. En général, ce sont des coulisses que je montre très peu, mais cette fois-ci, j'avais eu envie de vous emmener un petit peu plus loin dans ce vlog, vous montrer aussi l'envers du décor. Car, comme pour l'éclipse du 12 août, tout ne peut être dans la lumière, et parfois l'obscurité aussi a besoin de briller. Alors, c'est parti. Après avoir terminé ma tasse de café, je me mets enfin à la broderie. Et j'ai longtemps hésité à savoir par où j'allais commencer. Est-ce que je commençais d'abord par le soleil, la lune, l'encadrement ou même les constellations? Au final, j'ai décidé de commencer par l'encadrement, parce que ça me paraissait beaucoup plus simple. Et puis, dans les livres, on dit toujours qu'il faut commencer par la pose de jaseron, lorsque l'on commence la broderie d'or. Alors j'ai décidé d'appliquer ces préceptes et de commencer par la pose du jaseron. Mais au lieu de commencer par le cercle externe de mon encadrement, j'ai décidé de commencer par le cercle interne, en posant du jaseron couleur argentée, qui symbolisera la lune sur l'encadrement directement en premier. Et puis ça me semblait aussi beaucoup plus pratique, comme ça je ne risquais pas d'écraser mon jaseron couleur or en voulant poser le jaseron couleur argentée. Par la suite, il se révélera que c'était une très mauvaise idée de commencer de toute manière par la pose du jaseron, parce que, je vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler le reste du vlog, mais j'aurais dû terminer par la pose du jaseron. Je vous laisse la surprise plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas parlé de ma toile pour ma broderie. Il s'agit du taffetas de soie sauvage que j'ai utilisé pour la réalisation de ma robe du solstice d'été. J'ai pris exactement le même tissu. On peut dire quelque part que j'utilise des chutes en recréant quelque chose de nouveau, et ici, ça sera un grand tableau brodé des noces alchimiques. Et une fois la pose de mon jaseron argenté terminée, j'ai commencé la pose en jaseron couleur or. Et j'ai choisi un or plutôt pâle, pas trop foncé, parce que je voulais pas quelque chose qui se confonde avec mon taffetas, je voulais que ça ressorte, et je pense que c'était la meilleure solution. Et bon, vous le savez si vous êtes brodeuse et si vous avez déjà essayé la broderie d'or, mais le jaseron ne serait pas du jaseron s'il n'était pas récalcitrant au moindre mouvement, bien évidemment. Je pourrais presque dire que c'est le fil d'or le plus difficile à travailler, mais en fait non, absolument pas. Je dirais que c'est le deuxième après les fils de couture. Parce que les fils de couture, si vous avez vu ma vidéo sur la réalisation de la couronne en argent, ce n'est pas si facile que ça. Je dirais que c'est pire que le jaseron parce que c'est très pointilleux et tatillon, mais alors le jaseron par contre, lui, il veut faire que ce qu'il veut. Clairement, c'est un des fils les plus durs à manier au départ et puis après ça part tout seul. Mais avant qu'il ne soit coupé, c'est une autre paire de manches. Et si vous êtes un petit peu professionnel en broderie d'or, vous voyez que je tire 2 fois mon jaseron parce que en fait c'est assez extensible et là vous devez hurler parce que vous devez avoir l'habitude vous de le faire en une seule fois. Mais moi j'ai eu du mal, à chaque fois il revenait, il était de nouveau trop petit, il fallait que je le retire. Alors j'ai fait extrêmement attention de ne pas déformer les spirales, j'aurais pu malheureusement les déformer, mais je n'ai pas réussi à le faire en une seule fois. Je sais, c'est très mal, et c'est pas comme ça qu'on doit faire normalement. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai envie de dire, pour celui-ci, parce que franchement, il était beaucoup plus difficile que celui en argent, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était parce que ce n'était pas la même dimension sur l'un et sur l'autre. Aucune idée, ou alors il y a une technique que je n'ai pas. Moi c'est ma deuxième fois que je pose du jaseron, donc c'est peut-être ça aussi, probablement.
Et une fois mes 2 encadrements terminés, j'ai commencé à poser le jaseron qui formera l'extérieur de ma lune. J'ai d'ailleurs longuement hésité. Est-ce que je ne faisais pas le cerclage de la lune avec le fil de soie ou est-ce que je n'en faisais pas et au final j'ai préféré mettre du jaseron parce que ça apportait du relief, ça apportait de la brillance et ça changeait un petit peu aussi de la ceinture que j'avais brodée l'année dernière parce que l'idée de rejoindre les deux ceintures dans un seul tableau, c'est aussi créer les noces chimiques. Donc si pour les ceintures, le soleil et la lune sont séparés, là, ils sont réunis, il y a donc des modifications à faire dans l'alchimie du tableau, alors j'ai décidé de poser du jaseron aussi bien sur la lune que sur le soleil. Et j'ai décidé de laisser quelques espaces ouverts dans le jaseron au niveau de la lune, tout simplement parce que j'avais envie de créer une ambiance d'imbrication entre le soleil et la lune par rapport à ses rayons. Mais finalement, je pense que j'aurais dû modifier 2-3 petites choses justement sur cette optique-là, parce qu'on ne voit pas assez les rayons du soleil. Mais ça, vous verrez à la toute fin de la vidéo. Et j'ai commencé ce deuxième jour de broderie par des doutes. Est-ce que je ne me trompais pas vis-à-vis des couleurs que j'avais choisies? Est-ce que finalement certains de mes placements étaient bien au bon endroit? J'ai décidé de continuer ainsi en laissant sur pause le soleil et la lune un petit moment pour m'occuper de mon étoile Spica en bas de mon tableau. Et là encore, dans une optique de mariage des couleurs et d'alchimie, j'ai choisi de changer légèrement la teinte de mon étoile en utilisant un fil de couleur dorée un petit peu plus pâle que ce que j'avais choisi pour la ceinture. Avant de me lancer dans la broderie de l'étoile du Nord au sommet de ce grand tableau, j'ai utilisé un fil de soie que j'avais acheté il y a quelques années chez Maison Septembre et j'ai choisi pour cette étoile de la broder selon la technique de peinture à l'aiguille. Car non seulement cette broderie est une représentation des notes chimiques d'un point de vue astronomique, mais c'est aussi pour moi l'occasion de mettre en œuvre toutes les techniques de broderie que je connais. Du moins d'un point de vue broderie traditionnelle et broderie d'or. Alors oui, niveau broderie d'or, il n'y en a pas beaucoup, je débute. Mais niveau broderie traditionnelle, il y en a quand même quelques-unes que j'avais envie d'utiliser sur cette broderie. Et même s'il est vrai que j'aurais pu ajouter un petit peu de point de croix en brodant le nom de ce tableau, j'ai préféré ne pas le faire. Et comme pour ma ceinture de l'année dernière qui représentait la nuit et les étoiles, j'ai choisi d'ajouter un fil rouge sur mon étoile du Nord. J'ai ensuite brodé les constellations de la première ceinture, celle de la nuit et les étoiles, avec exactement le même fil, je ne voulais pas le changer et comme vous avez pu le voir, étant donné que c'est un fil un petit peu épais, parfois avec le taffetas ça me fait pas bon ménage et il fallait que je tire vraiment sèchement sur mon aiguille pour pouvoir faire passer mon fil. Et une fois les constellations de la nuit terminées, je suis passée aux constellations de la ceinture du jour, en choisissant cette fois-ci une teinte de fil d'or qui soit un petit peu différente de ce que j'avais choisi pour ma ceinture. J'avais choisi un or un peu rouge, et là j'ai choisi un or doré. Donc j'ai changé toute la couleur au niveau des constellations. L'idée étant qu'elles se fondent plus ou moins avec mon taffetas, étant donné que techniquement parlant, les constellations on ne les voit pas en plein jour. Et oui, je crois que je peux dire que j'ai pensé à tous les petits détails possibles et imaginables, enfin presque, pour cette broderie, y compris respecter les lois de la nature. Les constellations en plein jour on ne les voit pas, même si elles sont là. Alors c'est pareil pour ma broderie. Et une fois mes constellations terminées de dessiner, j'ai fait les points de nœud qui signifieront leurs étoiles. Et c'est parti pour cette troisième journée de broderie. Et cette fois-ci, j'ai choisi de remplir mon encadrement, car je ne voulais pas le laisser blanc, enfin du moins vierge. Je savais que j'allais ajouter de la couleur, seulement je ne savais pas laquelle. Au départ, je m'étais dit que j'allais tout simplement mettre du fil de soie couleur cuivrée. Et puis, plus j'y réfléchissais, et plus je me disais qu'il allait manquer la nuit à cette broderie, à ce grand tableau.
et qu'il fallait donc que je fasse quelque chose parce que il n'y avait pas assez de bleu. Or, l'idée c'est de joindre les deux ceintures que j'ai faites. Et la première, étant donné qu'elle était faite en soie de couleur bleue, il fallait que je rajoute du bleu. J'ai donc été chercher mon fil de soie couleur bleu nuit et j'ai posé mes fils selon la technique du point de Bayeux. J'avais aussi utilisé cette technique lors de la broderie de la première ceinture, donc celle de la nuit, une nouvelle fois. Je vous le rappelle si jamais vous avez oublié, mais je pense que c'est un peu difficile d'oublier avec le nombre de fois où je l'ai rappelé. Mais je l'avais utilisée dans l'étoile du Nord. Là, étant donné qu'elle était beaucoup plus petite, je ne pouvais pas le faire. Il fallait que je l'utilise ailleurs. Et j'ai décidé de l'utiliser dans l'encadrement. Et si pour le remplissage au-dessus et en dessous de mon encadrement était assez facile parce que il y avait peu de points lancés à faire, du moins niveau métrage, par contre sur les côtés c'était un petit peu plus difficile. J'ai donc dû me transformer en araignée de soie pour pouvoir récupérer mon fil sans le casser, sans le torsader et sans l'abîmer, en faisant attention de le passer correctement dans mon taffetas et en réduisant petit à petit des mètres et des mètres de fil. Je crois que j'étais autour de 5 mètres au niveau de mon travail pour pouvoir faire tout le tour à chaque fois sans avoir à reprendre du fil parce que c'est quelque chose qui se voit, que je n'aime pas trop et que je préférais m'embêter un petit peu avec un très long métrage que d'avoir à reprendre du fil et faire un raccord. Et je peux vous dire que ça demande quand même pas mal de bouger. Il faut partir en arrière, en avant, faire attention à ce que le fil ne se coince pas, ne se torsade pas, et qu'il n'y ait pas de tension surtout pour éviter qu'il ne casse, ou que ça ne fasse des trous lors de la piqûre du fil. C'est quand même une sacrée logistique, mais ça en valait la peine, et en plus, moi franchement, je me suis vraiment amusée sur cette partie-là, parce que j'avais l'impression de faire d'ailleurs, ce n'était pas seulement une impression, mais je faisais de très grands gestes, très amples. Je passais mon fil, je retenais mon fil, c'était très amusant. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie. Et une fois mon encadrement terminé, j'ai commencé à découper des petits morceaux de cantille frisée pour m'occuper du cœur du soleil. J'ai commencé par la cantille couleur or chaud, parce que je voulais plusieurs mélanges de couleurs, alors j'ai pris de l'or chaud. J'ai pris également un peu de rose gold pour apporter de la profondeur, mais aussi de l'argenté, comme j'avais fait pour la broderie directement de la ceinture, avant d'ajouter une petite touche de cantille couleur bronze. L'idée étant d'apporter de la profondeur et des changements de couleur au cœur du soleil, comme il en existe dans notre soleil réel, afin de créer une impression de bouillonnement et de différence de couleur en fonction de la manière dont frappe la lumière sur le grand tableau. J'ai donc commencé par prendre quelques petites paillettes de cantille de différentes couleurs et de les poser aléatoirement au cœur du soleil pour avoir une base et commencer ensuite à élargir puis à resserrer les couleurs les unes aux autres et à les imbriquer de manière à ce que la lumière ne les frappe pas toujours de la même manière. Et si vous êtes connaisseuse, vous savez que c'est un peu le cœur de la technique, justement, changer les orientations, la manière dont on pose les petits morceaux de cantille frisée pour capter la lumière différemment. Mais j'ai poussé le vice, entre guillemets, un petit peu plus loin, en choisissant de ne pas coller deux couleurs identiques l'une à l'autre, sauf à certains endroits. Et pour ce 5e jour de broderie, oui, la broderie du cœur du soleil m'aura pris 2 jours complets. C'est énorme, je pense que j'aurais pu aller plus vite en prenant des petits morceaux un petit peu plus longs, mais je n'avais pas envie. J'ai torsadé mes constellations du sud à l'aide d'un fil de soie couleur rouge, comme j'avais fait pour la ceinture, avant de faire mes points de nœud qui représenteront leurs étoiles. Et cette fois-ci avec le même fil que j'ai utilisé pour les constellations du nord, sauf que celui-ci est couleur dorée, alors que l'autre c'était plus un bleu gris argenté. Et comme je suis une grande impatiente, il fallait que je pose quelques perles pour voir ce que ça donnerait au final. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le résultat. Mais je me suis pas attardée à faire tout le tableau. J'ai préféré en poser que quelques-unes au niveau du bas de la broderie pour voir ce que ça donnerait. Et j'ai beaucoup aimé la manière que les perles avaient d'attraper la lumière, qui change du tout au tout entre les ceintures et là.
Ensuite, je suis retournée au cœur du soleil en coupant de la cantille couleur or doré pour broder ces rayons. Je l'avais également fait sur la ceinture et j'avais beaucoup aimé le résultat, c'était donc pour moi une évidence que je le referais aussi sur ce grand tableau. J'ai donc posé ma cantille en respectant ma volonté d'imbriquer le soleil dans la lune et inversement, alors les rayons sont plus courts à certains endroits qu'à d'autres. Et puis, j'ai arrêté de filmer. Je voulais vous laisser la surprise sur le final de cette broderie. Alors on se retrouve tout de suite avec la création du cadre. Bien que création soit un bien grand mot. En effet, c'est un cadre que j'avais déjà à la maison, que j'ai récupéré. Ça faisait un petit moment déjà que je voulais retirer ce qu'il y avait dedans. Eh bien, c'est chose faite. Et j'ai choisi de le repeindre en noir pour respecter les différentes couleurs des étapes alchimiques qui sont bien évidemment détaillées dans le Splendor Solis, mais aussi dans les noces chimiques. Vous savez que ce sont deux textes de base de la création de la robe du solstice ainsi que de la ceinture et de ce grand tableau. J'ai donc commencé par appliquer 2 couches de peinture blanche. C'est ma sœur qui me les avait laissées il y a quelques années parce qu'elle n'allait plus les utiliser étant donné qu'elle partait au Canada et moi non plus, je ne les ai jamais utilisées jusqu'ici et étant donné que c'était de la peinture acrylique, je n'étais pas très fan mais au final je préfère l'utiliser plutôt qu'elle parte à la poubelle malgré tout. Ensuite j'ai mis 4 couches de couleur noire. Je voulais absolument que mon encadrement soit noir. Alors c'était parti pour 4 couches et je peux vous dire que ça n'a pas été si facile que ça à mettre. Ça se mélangeait avec le blanc, c'était un peu galère. Et pour ce 9e jour, il est temps de descendre la broderie du métier. Enfin, elle est terminée, il est temps de passer à l'encadrement qui lui a séché toute la nuit. D'ailleurs, j'ai longuement hésité. Je ne savais pas si je voulais coudre un étendard avec cette broderie, faire un coussin ou un encadrement. Au final, j'ai préféré l'encadrement parce que c'était beaucoup plus simple et ça permettait de pouvoir le mettre là où j'avais envie. Tandis qu'un coussin, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout avec du fil d'or, il suffit que quelqu'un ne fasse pas attention, s'assoit dessus et ça ruine tout le fil. Et bon, l'idée n'était pas de mettre en danger ma broderie après avoir passé 60 à 70 heures dessus. Et une fois ma broderie descendue de mon métier, il est temps de passer à l'encadrement. Pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser directement le cadre extérieur comme base avant de faire un petit peu de finition pour pouvoir l'adapter à mon cadre. J'ai donc pris mes mesures pour être sûre qu'il soit correctement centré et éviter qu'il y ait des décalages avant de marquer à la craie mes repères extérieurs avant la découpe. Et maintenant, que diriez-vous de passer à ce conte? Celui dont je vous parle depuis maintenant des semaines, voire même des mois. Celui qui, quelque part, est aussi à la base de ce projet. Bien avant même les livres alchimiques. Encore quelques instants de patience avant de plonger au cœur de cette réalisation. Lorsque j'étais petite, ma mère nous racontait parfois des histoires qui n'existaient dans aucun livre. Et il y en avait une en particulier que je n'ai jamais vraiment oubliée, celle du soleil et de la lune. Il y a très longtemps, bien avant que nous levions les yeux vers le ciel, nous, les humains, le soleil et la lune vivaient sur Terre. Ils voyageaient ensemble et ils s'aimaient.
Mais une force, inconnue et jalouse, décida de les séparer. Elle les arracha à la terre, les plaça dans le ciel et leur donna à chacun un rôle qu'ils n'avaient pas choisi. Le soleil régnerait sur le jour. La lune, elle, veillerait sur la nuit, et ils seraient condamnés à rester éternellement opposés. Depuis ce jour, ils se cherchent sans jamais pouvoir se rejoindre. Le soleil poursuit sa course, la lune poursuit la sienne. Et quelquefois seulement, au cours d'un siècle, leurs chemins se croisent de nouveau. Ce sont les éclipses. Parfois, elles sont symboles de retrouvailles, d'autres de disputes. Car la lune, jalouse de celle qu'elle aime, voudrait elle aussi posséder sa propre lumière. Alors elle s'interpose entre lui et la terre et tente de lui voler son éclat, avant de devoir, une fois encore, repartir dans la nuit, piégée par la malédiction qui leur fut jetée il y a des millénaires. Telle est la triste histoire du soleil et de la lune que nous racontait ma mère. Et je pensais avoir simplement gardé cette histoire quelque part dans ma mémoire. Mais en réalité, je m'aperçois aujourd'hui qu'elle m'a accompagnée toute ma vie. Il y a quelques années, j'ai créé cette image que vous voyez à l'écran, représentant la lune, et je lui avais même donné un nom, Song of the Moon. D'ailleurs, j'ai même écrit un poème, une histoire d'amour, d'absence et d'attente, une lune qui chante pour celui qui est parti, qui attend sa lumière, qui espère son retour, puis finit par croire qu'il ne reviendra jamais. Et si à l'époque je n'avais pas vraiment fait le rapprochement, que j'ai publié mon image et que je suis passée à autre chose, quelques semaines plus tard j'ai eu envie de créer le soleil. Alors j'ai relu mon poème, pour m'en inspirer. Et c'est là que je me suis rendu compte que, sans même m'en percevoir, j'avais déjà raconté cette histoire. Encore une fois, celle que ma mère nous racontait lorsque nous étions enfants. Mais je vous parle de ça, c'était il y a plusieurs années. D'ailleurs, y compris pour ma robe du solstice, ce n'était pas prévu que ce projet prenne une telle tournure. Et encore une fois, j'ai recréé la même chose. Le soleil, la lune, leur séparation, leur poursuite et leur retrouvailles. Comme si cette vieille histoire finalement ne m'avait jamais quittée. Et alors que certaines histoires disparaissent de la mémoire, certaines restent, attendant simplement le bon moment pour refaire surface. Et finalement, ces réalisations ainsi que ce grand tableau ne sont peut-être pas seulement l'histoire des noces chimiques. Peut-être qu'ils racontent aussi une histoire que je porte en moi depuis toujours et qui m'a profondément touchée.